Je vous remercie encore une fois beaucoup de laisser une place à la sociologie dans votre séminaire de maths. J'apprécie beaucoup. Moi, je suis ravie de pouvoir dialoguer avec des personnes en dehors de la discipline. Et comme l'a dit Olga, comme une grande partie de mon travail, c'est de comprendre les liens entre les sciences et la société et ce qui fait qu'on noue des liens personnels ou pas avec les sciences. Je trouve que c'est toujours très intéressant et très enrichissant de partager ça auprès des personnes qui sont concrètement des scientifiques, des mathématiciens, des mathématiciennes, parce que ça permet vraiment d'entrer dans le vif du sujet et puis d'avoir le regard des personnes qui sont les premières concernées. Donc ça me fait toujours très plaisir. Le programme aujourd'hui, c'était de vous parler un petit peu du concept de genre pour pour vous transmettre le sens de cette idée-là, de cette notion-là dans les sciences sociales. Et c'est aussi important pour moi parce que c'est une grande partie de mon travail d'analyser nos relations sociales, le monde social au prisme du genre. Donc j'ai une petite histoire des idées à vous proposer pour expliquer un petit peu comment, en sciences sociales, en psychologie, en sociologie, en histoire, on a progressivement construit cette notion et ce qu'on en fait aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter en cours d'histoire. Il y a plusieurs étapes. On peut s'arrêter à tout moment pour discuter de ce que je suis en train de dire. Mais de toute façon, j'ai prévu de m'arrêter à la fin de cette histoire sur le genre pour qu'on en discute. Et après, je parlerai, comme l'a dit Olga, de ce qu'on fait en ce moment autour des cigales. Alors, il n'y a pas de résultat. Pour l'instant, il y a quasiment pas de résultat. Même si, il y a quand même une réponse à la question est-ce qu'il y a un intérêt à la non-mixité pour le stage? Donc, ça, il y a quand même un petit début. Mais comme les résultats ne sont pas encore prêts, je me suis dit que ça valait le coup de vous parler de l'enquête en cours et de comment on travaille en tant que sociologue. Alors, Alice Pavie, ma collègue, qui s'excuse, elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, et moi, comment on mène l'enquête pour essayer de répondre aux questions qu'on se pose. Donc, je vais parler de nos questions et puis de nos outils d'enquête et de ce qu'on a déjà fait au mois d'octobre. Voilà, mais pour commencer, cette affaire de genre, cette notion de genre, cette idée de genre, et je voudrais clarifier ce concept et puis ça me semble important parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on utilise beaucoup. Il y a eu une grosse période autour de 2013-2014 où il y a même eu un genre de panique morale et un grand discours public en fait sur ce que c'était que le genre. Moi, j'étais jeune à ce moment-là, jeune masterante, puis jeune doctorante. Je commençais à travailler ce concept-là en sociologie. Et c'est vrai que j'ai eu un moment de vertige. Je ne comprenais pas bien pourquoi il y avait des gens qui manifestaient dans la rue avec des pancartes Stop le genre. C'était un moment un peu étrange, un peu bizarre, où on avait d'un côté, dans les universités, en sociologie, en histoire, tout plein d'études scientifiques qui se développaient sur cette idée-là. Et puis à côté de ça, une grande résistance, et il fallait expliquer, et il y avait des débats politiques sur cette idée-là, sur ce concept-là. Et c'était c'est vraiment un moment assez important qui m'a aussi fait prendre conscience en tant que jeune chercheuse des liens entre la politique, le grand public, les discours qu'on peut entendre dans les médias et puis ce qu'on en fait nous derrière. Et ça revient. Alors aujourd'hui, ça prend des choses différentes, mais il y a encore cette idée que le genre est un concept problématique, que c'est peut-être plus un concept de militants ou de personnes qui ont un programme politique à défendre qu'un concept scientifique. Alors ça se décline pas mal. Aujourd'hui, le genre, c'est inclus dans le woke et dans les dangers de l'idéologie woke. À chaque fois, c'est toujours cette espèce d'opposition entre l'idéologie, le militantisme et de l'autre côté, les approches scientifiques et les approches universitaires. Donc c'est ça notre problématique du jour un petit peu. Ça veut dire quoi exactement le genre pour les sociologues, les historiens et les psychologues, avec cette idée que oui, c'est un outil scientifique, c'est un outil d'analyse, c'est un concept, et ça ne part pas à l'origine d'une volonté militante ou idéologique. Donc je voulais un petit peu expliquer ça et avoir ces enjeux de définition. Mais pour commencer sur ces définitions du genre, je vais en profiter, c'est assez rare pour moi de pouvoir faire de l'humour mathématique. Je vous l'avoue, j'ai une seule blague mathématique dans mon répertoire. Mais donc, qu'est-ce que le genre? Je pense que vous le savez mieux que moi. Le genre, bien sûr, si j'ai bien compris, c'est le nombre de trous dans une surface. Et j'ai grâce à Olga maintenant une nouvelle illustration de sa vision d'artiste du genre. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que ça nous montre bien que d'une discipline à l'autre, on peut avoir des définitions extrêmement précises et très délimitées d'un mot.
Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec la sociologie, la psychologie, l'histoire. On a une définition extrêmement précise, mais aussi bien délimitée du mot genre. Mais il y a plein d'autres usages. Il y a des usages en maths, pour le coup, ça n'a rien à voir. Il y a des usages en grammaire qui peuvent ressembler. Je pense que si vous êtes comme moi, vous avez surtout, avant les années 2010, utilisé genre pour le genre grammatical des mots. Vous l'avez sans doute appris à l'école comme ça. Donc voilà, il y a le genre en maths, le genre en grammaire, le genre en sciences sociales, mais il y a aussi le genre dans les milieux militants, etc. Mais le mot n'a alors pas le même sens. Donc nous, aujourd'hui, on est bien sur le sens du mot dans les sciences sociales et cette idée que c'est voilà, un outil, un concept. Pour tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'ai deux grandes sources. Un gros livre qui s'appelle L'introduction aux études sur le genre, qui est un peu la référence française sur la question, et puis un plus petit livre qui s'appelle Quel genre de Christine Détré. Donc si c'est des questions qui vous intéressent, qui vous stimulent encore après, le livre de Christine Détré, Quel genre, c'est une très bonne piste, c'est très court, c'est très bref, ça se lit très bien et c'est vraiment fait pour expliquer le concept au grand public. Et donc moi, je m'appuie sur ces deux textes aujourd'hui. Et c'est à partir de ces deux textes que je vais vous proposer une petite histoire des idées, un petit voyage dans le temps, pour essayer de comprendre comment petit à petit, les scientifiques sociaux sont arrivés à cette idée qu'on a appelée ensuite le genre. Donc ça va nous amener à travers plusieurs décennies et plusieurs disciplines, en fait, avec je reprends ici un découpage historique qui est fait notamment par Christine Détré dans le petit livre que je viens de présenter. Donc on va commencer dans les années 30 et on va finir avec ce qui se passe plus spécifiquement depuis les années 80 et ce qu'on a aujourd'hui aussi comme actualité du concept. C'est sélectif. On ne va pas avoir ni tous les auteurs ou toutes les autrices, ni tous les moments importants. Il y a plein de noms que je ne vais pas citer. C'est vraiment une sélection de moments qui, moi, m'ont semblé importants pour bien comprendre. Et on a en gros un premier moment où on va parler d'anthropologie, un deuxième moment où on va regarder ce qui s'est passé plutôt du côté des psychiatres et des psychologues. Puis, dans les années 70, à partir des années 70, un moment où il y a une réappropriation et une définition par des historiennes et des sociologues féministes du mot genre, et puis tout ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc voilà le programme de notre voyage à la fois dans le temps et dans les disciplines pour voir comment petit à petit on a construit cette idée de genre. Et on va commencer avec l'anthropologie qui présente un énorme avantage. L'anthropologie, c'est vraiment une discipline, ça se définit comme une science de l'humain. Et une des caractéristiques en fait de l'anthropologie, c'est qu'elle compare entre elles des sociétés, des cultures différentes. Et ça a l'avantage en fait d'être un décentrement par rapport à ce qu'on connaît nous, par rapport à ce que connaissent les anthropologues. Alors c'est une posture critiquable, hein, mais la posture d'origine, c'est vraiment aller voir l'autre, aller voir tout ce qui n'est pas comme nous et essayer de comparer, essayer de le comprendre. Et l'avantage que ça a, même si ça a d'autres problèmes, c'est que ça permet vraiment en fait, de questionner tout ce qui peut nous sembler le plus normal, le plus naturel, le plus évident chez nous. Parce que si ce n'est pas comme ça chez l'autre, c'est bien que ce n'est pas si naturel ou si évident que ça. Donc c'est, à mon avis, un gros avantage de cette discipline-là, et c'est pour ça que ça commence par elle, c'est que ça permet ce questionnement de tout ce qui peut nous paraître normal, évident, naturel dans nos pratiques en tant qu'êtres humains. L'autre discipline dont on parlera après qui permet aussi ça, c'est l'histoire, parce que là, c'est un déplacement dans le temps. En fait, pour se demander si une chose qu'on fait est normale, naturelle ou universelle, ou si elle est en gros le propre de l'homme, c'est intéressant et de faire un changement de lieu, d'aller voir si c'est pareil partout, et de faire un changement de temps, d'aller voir si c'est pareil, si ça a toujours été pareil. Donc, des décentrements par les lieux ou des décentrements par les périodes, vraiment des outils puissants pour questionner ce qui est naturel ou pas, ce qui est universel ou pas. Nos anthropologues, dans les années 30, je vais en évoquer deux, il y en a plein d'autres, mais on va en garder deux. Et le premier, c'est Marcel Mauss. Marcel Mauss, il est important dans cette histoire des idées pour tout le travail qu'il a fait en fait, autour du corps. C'est un anthropologue, il était français, il travaillait au début du XXe siècle. Il a notamment travaillé en fait, pendant les deux guerres mondiales en faisant beaucoup d'observations et d'ethnographie des soldats, des camps militaires et de tout ce qui se passait autour des activités militaires.
Et lui, ce qui l'a passionné et ce qu'il a beaucoup observé, c'est toutes les façons dont, en fait, on utilise nos corps. Ce qui l'a intrigué, c'était notamment de voir que selon leur nationalité, les soldats qui se croisaient dans les conditions militaires ne marchaient pas de la même façon, n'avaient pas la même façon d'être au repos ou à l'attention. Un des éléments qui lui a mis la puce à l'oreille et qu'il a pu remarquer, c'était par exemple les différences dans les postures de repos, avec notamment la posture du squat accroupi, que je vous ai mise dans l'image en haut. D'habitude, je le fais moi-même, mais là, je ne peux pas vous faire la démonstration du squat accroupi, qui est une posture intéressante parce que c'est une posture de repos et une posture dans laquelle on est très à l'aise dans plein de pays et dans plein de cultures. Alors notamment, Mauss, il observait les Australiens, mais ça vaut aussi pour une grande partie de l'Asie du Sud-Est, quand dans d'autres sociétés, c'est la posture de torture qu'on vous fait faire au cours de gym pour vous punir. Et donc cette petite idée que selon là d'où on vient, selon ce qu'on a appris, on n'a pas les mêmes capacités physiques, ça l'a amené à se dire que une grande partie des façons dont on utilise nos corps, elles nous semblent naturelles, elles nous semblent innées, mais en fait on les a apprises. Et il a comme ça, une fois qu'il a pu observer la marche, les façons de s'asseoir, etc., il a observé plein d'autres façons d'être physiques et il a été jusqu'à aller se renseigner sur ce qui nous semblait, ce qui peut sembler le plus naturel, le plus évident, c'est-à-dire les façons d'accoucher. Et je vous ai mis ici une petite citation issue des techniques du corps dans laquelle il remarque que des choses qu'on peut croire normales, par exemple accoucher dans la position couchée sur le dos, ne sont pas plus normales que d'autres. Parce qu'il a observé plein d'endroits où on n'accouchait pas du tout allongé sur le dos, mais on accouchait à quatre pattes, on accouchait sur le côté, on accouchait debout, on accouchait accroupi, etc. Ça, c'est pas la peine d'aller excessivement loin, il suffit d'aller même actuellement au Royaume-Uni, où la position pour accoucher sur le côté est bien plus commune qu'elle peut l'être en France. Et tout ça, des études comme ça qu'il a menées pendant plusieurs décennies sur ce qu'il appelle donc les techniques du corps, ça l'a amené à cette conclusion finale assez révolutionnaire à ce moment-là, qui est qu'il n'existe peut-être pas de façon naturelle chez l'adulte. C'est cette idée que la plupart des choses qu'on fait avec nos corps, marcher, s'asseoir, accoucher, tousser, cracher, etc., une grande partie d'entre elles ne sont pas des choses qui nous sont innées, qui nous sont naturelles, mais sont des choses qu'on a apprises à faire. Il s'est bien amusé, il a même passé un long moment à aller apprendre à une famille du fin fond du Berry qui ne savait pas cracher à cracher. Voilà, donc tout ce travail-là sur le corps qui arrive à l'idée importante de ce qu'on fait avec nos corps, une grande partie de ce qu'on fait avec nos corps, on l'apprend. Et ça, quel rapport avec le genre et pourquoi ça nous intéresse ? C'est que parallèlement, il y avait d'autres collègues anthropologues comme Margaret Mead, que vous avez en bas, qui se sont dit les mêmes choses, mais sur particulièrement les corps sexués et les pratiques, les rôles sexués. Donc pendant ce temps-là, l'anthropologue Margaret Mead, qui elle se concentrait davantage sur la question des différences sexuées, arrive à des résultats assez similaires en se rendant compte que les corps d'hommes, les corps de femmes, mais aussi les habitudes des hommes, des femmes, non seulement varient grandement d'une société à l'autre, elle faisait beaucoup d'observations, notamment dans les sociétés de Nouvelle-Guinée, et donc elle s'est rendue compte que non seulement les rôles attribués aux hommes et aux femmes variaient beaucoup entre la société occidentale qu'elle connaissait et puis les sociétés de Nouvelle-Guinée où elle faisait son travail, des tempéraments des hommes, des femmes différents, parfois presque inversés par rapport à ce qu'elle pouvait connaître, mais aussi changeant d'une tribu à l'autre, d'un pays à l'autre dans ses observations. Et c'est là qu'il y a le parallèle avec ce que dit Mauss, elle en arrive à cette même idée que peut-être, comme nos usages, comme nos pratiques du corps, peut-être que nos façons d'être, nos façons de faire masculines et féminines, elles aussi, elles sont non pas naturelles, non pas innées, non pas données à la naissance, mais acquises, apprises, comme on apprend une façon de marcher, une façon de se reposer, une façon d'accoucher, etc. Donc c'est elle qui va avoir cette idée qu'il y a des rôles sexuels, des rôles liés à notre appartenance à l'un ou l'autre sexe. Et dans la petite citation que je vous ai mise là, qui est issue de Sexe et tempérament, elle écrit comme ça que les traits de caractère qu'on qualifie de masculin ou de féminin sont, pour un grand nombre d'entre eux, sinon en totalité, déterminés par le sexe, par nos corps en fait,
d'une façon aussi superficielle que les vêtements, les manières ou la coiffure qu'une époque assigne à l'un ou l'autre sexe. Le comportement typique de l'homme ou de la femme apparaissent de toute évidence comme le résultat d'un conditionnement social. Donc ce qu'elle veut nous dire, c'est que les rôles, les tempéraments des hommes et des femmes, si je prends les clichés les plus classiques, par exemple le fait que les femmes seraient plus douces, plus attentives, plus émotives, alors que les hommes, eux, seraient plus forts, plus valeureux, plus compétitifs, ben, elle nous dit tout ça, c'est aussi naturel que le fait d'avoir les cheveux longs ou d'avoir les cheveux courts, ou le fait de s'habiller comme ci ou de s'habiller comme ça, ou d'avoir un chapeau ou pas de chapeau. Autrement dit, ça ne vient pas de choses naturelles, ça ne vient pas de choses innées, ce sont des choses qu'on apprend, qu'on acquiert au fur et à mesure. Donc ce moment-là, dans l'anthropologie des années 30, il est très important pour cette idée clé qui est des choses qu'on peut penser innées, naturelles, données à la naissance, ne le sont pas, elles sont au contraire acquises, apprises progressivement par des apprentissages sociaux, par des conditionnements sociaux. Et vous remarquerez que les deux, que ce soit Mauss ou Margaret Mead, ils sont très prudents dans la part, dans la division un peu qu'est-ce qui est nature, qu'est-ce qui est culture. Ils ont la même formule. Il n'y a peut-être pas de nature chez l'adulte où tous les traits, ou au moins un grand nombre d'entre eux, ou la totalité, ne sont pas naturels. Vous voyez qu'à chaque fois, ils nous disent, a priori, presque tout est culturel, mais il reste un petit peu cette petite place pour quelque chose qui resterait naturel, et je trouve que ça c'est assez intéressant, cette prudence qu'ils ont, parce qu'au final c'est un peu la question qui va nous rester à la fin, comment faire la part des choses quoi, entre ce qui serait, est-ce qu'il reste un socle inné, naturel en quoi que ce soit, ou est-ce que tout est appris? Et là ils nous disent eux déjà qu'ils pensent que tout ou presque tout est appris. Alors après ce premier moment-là, qui est important pour cette idée-là, il va y avoir un deuxième moment qui est aussi assez fondateur et qui joue un rôle très important. C'est quelques décennies plus tard, dans les années 60, où tout ça va faire son chemin et va être récupéré par une toute autre discipline, par un autre groupe de disciplines. Et là, on va voir ce que ça donne quand des psychiatres, des psychologues et des sexologues, donc plutôt côté médecine, vont se poser ces questions-là. Alors, à la fin des années 60, on a en particulier un psychiatre et un sexologue et psychologue qui s'appellent Robert Stoller et John Money, qui vont se réintéresser à ces questions et qui, dans leurs travaux, vont faire une distinction qui est importante dans l'histoire des idées entre ce qu'ils vont appeler en fait un sexe biologique, d'un côté, autrement dit nos organes génitaux, et ce qu'ils vont reprendre à des anthropologues comme Margaret Mead, le rôle social ou l'identité sociale, et c'est eux qui vont appeler ça le genre. Donc ils vont faire cette première distinction entre, d'un côté, un sexe biologique physique, organique, et de l'autre côté, un genre social fait de rôles, d'identité, de comportements, d'un côté nos corps, et de l'autre côté, tous les comportements qu'on attend en fonction de notre sexe, en fait, de notre corps. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez voir qu'on va garder, et vous connaissez sans doute, c'est comme ça que vous comprenez genre, a priori, dans les discours que vous entendez aujourd'hui, le sexe biologique versus le genre social. C'est à ce moment-là qu'on va avoir ces premières idées-là. Mais si je cite ces personnes-là et ce moment psychiatrique-là, c'est parce que c'est souvent l'exemple que citent les personnes qui s'opposent au genre en disant que des gens comme Stoller et Money, ils avaient des pratiques très problématiques dans leur pratique, notamment de la médecine. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est là sur des personnes qui ont utilisé ces idées, l'idée de genre et l'idée de sexe, pour travailler sur ce qui leur semblait être des maladies, des pathologies de la sexuation, c'est comme ça qu'ils les appelaient. Autrement dit, ils ont créé ce concept-là pour dire qu'il y avait des gens qui étaient malades d'une non-coïncidation, d'une non-correspondance entre leur sexe biologique et leur genre social. Donc ils ont un peu utilisé ce concept pour identifier des malades et essayer de les soigner et essayer de réaligner en fait les gens. Et en faisant ça, ils ont eu des pratiques qui étaient qu'on considère aujourd'hui comme extrêmement violentes pour les personnes qu'ils ont soignées, notamment parce qu'ils ont opéré sur les corps pour essayer de réaligner les corps avec ce qu'était l'identité sociale déclarée par les gens, etc., de façon pas forcément très éthique à plusieurs moments. Donc là, on a eu des pratiques médicales, des pratiques psychiatriques
vraiment, oui, problématiques du point de vue de l'éthique scientifique, qui méritent d'être dénoncées, qui ont été très largement dénoncées. C'est-à-dire cette idée d'utiliser le concept de genre ou le concept de sexe pour dire ensuite, bah, ça, c'est pathologique, donc il faut ensuite intervenir pour soigner les gens, pour rectifier les gens d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose que tout de suite une autre partie des scientifiques du genre vont dénoncer. Mais j'en parle parce que ça me semble être un moment important pour comprendre aussi la résistance ou pour comprendre aussi parfois les critiques qui sont adressées au genre. Il me semble qu'on est là face à un cas extrêmement classique dans les sciences où on a d'un côté un concept, une idée, voire même son application dans une technologie, et à côté ses usages. Et je pense que voilà, quand on fait des sciences, on sait très bien que les deux sont très différents et qu'il peut y avoir de très bonnes idées, de très bons concepts, de très bonnes notions dont on fait de très mauvais usages. Voilà, si on prend un seul exemple caricatural, bah, ça peut être le nucléaire. Voilà, plein de très très mauvais usages à faire. Bah là, c'est un peu le même principe, plein de très mauvais usages à faire, si on le souhaite, de cette idée qu'il y a un genre social et un sexe biologique. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur ce moment-là, qui a finalement surtout l'intérêt de mettre le mot genre sur ce que jusqu'à là on appelait des rôles de sexe, comme chez Margaret Mead. Donc ça a le bénéfice de clarifier, de dire, bah, pour simplifier, on va parler d'un côté de sexe biologique, de l'autre côté de genre social. Et c'est ça qu'on va retrouver à partir des années 70, ce sont toutes ces idées qu'on va retrouver dans la littérature féministe, chez des historiennes, chez des sociologues, chez des philosophes. Je ne parle pas d'elle parce que je pense qu'elle est assez connue, mais c'est là qu'on situerait par exemple Simone de Beauvoir avec son On ne naît pas femme, on le devient. Donc on va trouver dans ce moment-là de l'histoire des idées féministes un moment qui, à mon sens, est quand même peut-être le plus important dans les années 70-80, des historiennes et des sociologues, d'abord surtout américaines et anglaises et ensuite un peu françaises, qui vont poser ça, qui vont clarifier ça en disant voilà la définition qu'on retient. On a d'un côté le sexe, c'est les caractéristiques biologiques qui font qu'on est en tant qu'espèce des mâles ou des femelles. Et on a de l'autre côté le genre, qui est lui la classification sociale qu'on fait derrière en masculin et féminin. Donc des corps avec des caractéristiques biologiques et puis derrière une classification, une catégorisation sociale. Donc le genre, c'est vraiment, ça devient un concept pour les historiennes, pour les sociologues, pour les philosophes, pour montrer, mettre en évidence et parler de la dimension sociale des différences entre les hommes et les femmes. Alors, j'en arrive à la définition officielle, pour le dire avec mes collègues du livre dont je vous parlais au début. Pour les sciences sociales, à partir de là, c'est quoi le genre? C'est un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes, autrement dit les hommes et les femmes, et entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées. Alors, il y a beaucoup de mots dans cette définition, mais normalement, à ce stade, on a tous les éléments pour qu'elle soit claire. Donc, le genre, c'est le processus social, c'est le système social par lesquels on bicatégorise et on hiérarchise les sexes. Donc, on prend nos corps, on prend nos réalités biologiques et on les classe en catégorie homme, catégorie femme. Et non seulement on fait ça, mais en plus on associe au corps d'homme et au corps de femme plein de valeurs, plein de représentations, plein d'idées qui ne sont pas naturelles, qui ne viennent pas de leur corps biologique, mais qui sont, elles, des idées socialement et historiquement construites. J'arrête là un moment sur la théorie pour avoir quelques exemples un petit peu plus concrets et vous pouvez m'interrompre si vous voulez à ce moment-là. Mais en gros, si je récapitule. Clémence? Oui. Clémence, donc là tu fais référence à un texte de 2011, c'est juste parce que tu as trouvé la référence là ou alors, alors que tu es en train de parler des années 70-80? Oui, comment dire, c'est la référence dans le manuel en fait. Ok, d'accord. C'est pour ça. Mais merci. Ok. Donc, petit résumé en version BD. On va appeler le sexe tout ce qui relève des différences génétiques entre mâles et femelles, par exemple des organes génitaux, mais on va appeler le genre tout ce qui est socialement construit et qui n'a pas de lien avec le sexe biologique. Donc, je retrouve mes exemples de tout à l'heure. L'idée que les femmes seraient douces, que les filles préféreraient jouer à la poupée ou s'occuper d'autrui, l'idée que les femmes ne seraient pas capables de se repérer dans l'espace, que les garçons seraient plus agités, que les hommes seraient plus intéressés par la politique, etc. Donc, tout ça va relever du genre. Et donc, au passage, ça justifie qu'on
on parle du genre au féminin, quoi, parce que le genre, c'est en fait un système, c'est un processus de catégorisation. Donc c'est d'où le singulier, pardon. Un exemple de ça avec les couleurs. J'aime bien cet exemple des couleurs, parce que je trouve qu'il nous parle assez vite et il nous parle à tous et à toutes. En grandissant, vous me direz si c'était pareil pour vous, mais il y avait une évidence que le rose, c'était une couleur de fille, le bleu, c'était une couleur de garçon. Et alors là, vous avez un exemple de photo prise par une photographe coréenne, dont vous avez le nom, Jeon Mi-young, qui prend des vrais enfants en photo dans leur chambre. Donc, ce sont des vraies chambres avec des vrais enfants à qui elle a demandé de sortir tous leurs objets. Donc, petite fille rose, petit garçon bleu. Elle a fait les mêmes photos aux États-Unis, ça marchait aussi assez bien. Et la couleur, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant parce que ça, moi en tout cas, ça m'apparaissait comme une évidence que le fait que les filles aimaient le rose, c'était parce que c'était des filles. Et que c'était quelque chose dont elles ne pouvaient pas s'empêcher, c'était une espèce de pulsion naturelle vers le rose pour les filles, et que c'était finalement quelque chose qui était complètement inné. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les filles préfèrent le rose, on ne va pas le nier, et les garçons préfèrent le bleu? Ça c'est un peu, peut-être même ça commence à bouger un petit peu. Là, l'idée de genre, l'idée que cette préférence pour les couleurs, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas innée, mais elle est socialement construite, elle nous permet de bien poser la question et puis d'aller vérifier. Et dès qu'on vérifie, on se rend compte à quel point quelque chose qui nous semble aujourd'hui naturel, inné chez les filles et les garçons, ça ne l'est pas, mais je trouve que c'est le plus frappant à quel point c'est une invention récente. Quand on fait un peu d'histoire des couleurs, on se rend compte que cette idée que le rose, c'est pour les filles et le bleu, c'est pour les garçons, en fait, c'est une idée qui a à peine un siècle. Et que si on se penche sur le passé et sur les représentations des couleurs dans le passé, en fait, on a l'inverse, avec une couleur rose qui était plutôt couleur de garçon et couleur de la guerre, et une couleur bleue qui était plutôt une couleur de fille. Donc, je vous ai mis un portrait d'Henri IV en dieu de la guerre. C'est pas pour le caricaturer, c'est pas pour être ironique qu'ils l'ont mis en rose layette pour faire le dieu de la guerre. C'est parce que c'était la couleur qui représentait le mieux le côté viril et militaire à ce moment-là. De la même façon, je vous ai mis un petit extrait d'un journal bourgeois américain des années 1910 qui vous dit que si vous voulez être de bons parents et respecter les conventions, il faut habiller vos garçons en rose et vos filles en bleu. Donc tout ce truc, ce tout petit exemple-là des couleurs, il suffit de se projeter un peu plus d'un siècle en arrière pour voir un retournement complet des valeurs, des représentations associées à un sexe ou à un autre. Alors, il y a une explication à ça quand on fait de l'histoire des couleurs. Si vous ne connaissez pas l'histoire des couleurs, je vous recommande tous les bouquins de l'historien Michel Pastoureau, qui est très très fort et qui fait vraiment des choses très intéressantes sur tout la symbolique et l'évolution de la symbolique des couleurs. Et alors, il y a une très bonne explication à cette inversion des valeurs rose-bleu et de la façon dont elles changent de sexe, en fait, au fil de l'histoire. Je vais vous faire la version ultra courte parce qu'il y a quand même une longue histoire des couleurs. Mais en gros, pendant très longtemps, le rose, c'était du rouge qu'on n'arrivait pas bien à fixer. Donc il y a aussi un lien avec toute l'histoire des techniques. Tant qu'on ne sait pas très bien fixer les couleurs, le rouge devient souvent du rose. Et donc le rose est associé symboliquement au rouge. Et là, pour la faire courte, encore une fois, le rouge, c'est la couleur virile parce que c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la guerre. Donc tout ça est logique. Versus le bleu, qui, dans un premier temps, a une association forte. Alors, il y a tout, je vous passe le début, mais si on repart au moins du Moyen-Âge européen, le bleu, en fait, il va avoir une association très forte à la divinité féminine, progressivement, parce que ça va être la couleur du ciel, et par association, la couleur lumineuse de la Vierge Marie, et par association, une couleur très féminine. Puis, ça change progressivement avec les différentes réformes politiques, les différentes réformes religieuses, mais aussi le progrès de la technique, puisqu'on se met à mieux fixer les couleurs. Et petit à petit, le bleu prend plein d'autres connotations, plein d'autres symboles, et devient progressivement une couleur résolument masculine qu'on associe au travail. Donc il y a tout un changement comme ça. C'est intéressant du point de vue du genre pour illustrer à quel point des choses qui, à un moment donné, nous semblent naturelles, nous semblent évidentes. Moi, je n'ai jamais questionné dans ma jeunesse que les petites filles étaient naturellement attirées par le rose, sont non seulement pas du tout naturelles, pas du tout innées, mais en plus extrêmement récentes dans l'histoire des idées. Et c'est assez passionnant de voir à quel point on oublie vite et à quel point des changements comme ça peuvent avoir lieu sur quelques décennies ou quelques centaines d'années.
Un autre exemple assez simple sur cette affaire, c'est les vêtements et les styles de coiffure qu'on a. Bon, à ce stade, vous me voyez venir avec cette photo d'un petit enfant avec des boucles blondes, une frange, une jupette blanche, de la dentelle, des petites soquettes et des chaussures vernies. Bien évidemment, vous vous doutez à ce stade que si je vous montre ça, c'est parce que jusqu'au 19e siècle, c'était une tenue tout à fait acceptable pour un garçon, et pas n'importe quel garçon. C'est une photo du futur président américain Franklin Roosevelt quand il était petit. Là aussi, c'est pas un déguisement, c'est pas une parodie, c'était la tenue conventionnelle, classique pour les garçons. Aujourd'hui, si on essaye d'habiller un petit garçon comme ça, on connaît la réaction violente que ça peut susciter, parce qu'aujourd'hui, ce serait transgresser les nouvelles normes, les nouvelles valeurs, les nouvelles représentations qu'on associe au masculin. Donc avec ces quelques exemples, c'était voilà, pour avoir une petite pause et un petit regard un peu plus concret sur ce que ça peut donner et sur ce que ça peut nous inviter à interroger. Bien évidemment, l'intérêt, c'est pas seulement d'interroger les couleurs, d'interroger les vêtements, mais c'est d'aller plus loin et d'interroger tout ce qu'on associe naturellement aux femmes, aux hommes, tous leurs rôles, etc. J'en arrive à l'actualité, et après on pourra en discuter. Depuis les années 80, il y a un dernier mouvement qui est très intéressant dans la pensée, qui vient toujours des historiennes, des sociologues, mais qui s'inscrit dans une perspective résolument féministe, dans une épistémologie, une prise de position scientifique, mais depuis la pensée féministe. Et ce dernier mouvement, c'est de remettre en cause, de questionner la distinction très nette que je vous ai exposée entre d'un côté le sexe biologique, naturel, et de l'autre côté le genre social. Donc depuis les années 80 aux États-Unis et plutôt depuis les années 2000 en France, on a des chercheurs et des chercheuses qui s'interrogent là-dessus et qui vont finalement se demander si dans la partie sexe, dans la partie biologique, on n'a pas déjà une influence du social et en fait une influence historique et sociale des inégalités de genre. Donc, je vous ai mis une petite citation de la philosophe et sociologue française Christine Delphi qui nous dit « Quand on met en correspondance le genre et le sexe, est-ce qu'on compare du social et du naturel ou est-ce qu'en fait on compare du social et encore du social ?» Ce que ça veut dire, c'est qu'on se demande à ce moment-là si nos façons en biologie, en médecine, dans les sciences de la nature, de définir, de catégoriser le sexe, elles ne sont pas déjà imprégnées de valeurs et imprégnées d'inégalités genrées. Donc ça revient vraiment à questionner la médecine, à questionner la biologie, à se demander comment au départ on en est arrivé à classifier nos corps en fait et à identifier des éléments dans nos corps qui nous font dire ça c'est un mâle, ça c'est une femelle. Donc c'est l'idée que en fait, on se dote en médecine, en biologie de critères pour dire, voilà, le sexe, c'est ça. Alors, on a par exemple, aujourd'hui, on va considérer les chromosomes, XXXY, on va considérer les gonades, on va considérer donc testicules ovaires, on va considérer les organes génitaux, donc est-ce qu'on a un pénis ou est-ce qu'on a une vulve, on va considérer les hormones, etc. Et l'idée de ces historiennes, de ces sociologues des sciences, c'est d'aller regarder comment, en biologie et en médecine, on a fait ces classifications en ayant déjà en tête une hiérarchisation du monde entre les hommes et les femmes. Alors ça, c'est des études qui sont très intéressantes. Ça peut montrer notamment comment on a en fait inventé des hormones mâles comme la testostérone et des hormones femelles comme les œstrogènes. On a fait cette classification, alors voilà, mâle, femelle, c'est simple, qui en fait on s'est rendu compte qu'elle correspondait très mal à ce qui se passait réellement, puisqu'il y a dans les corps dits mâles et dans les corps dits femelles les deux types d'hormones, dans des proportions différentes, etc. Mais qu'en fait, l'idée d'avoir une mâle, une femelle, ça correspondait assez mal au final à la réalité qu'on était en train de décrire. Et pourtant, ça reste. Et pourtant, ça continue. Et on continue à les appeler l'hormone mâle, l'hormone femelle, alors même que les biologistes sont tout à fait d'accord pour dire que c'est pas si juste que ça. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est la façon qu'on a en biologie, en médecine, de décrire tout le processus de la reproduction. Donc on a des historiennes des sciences, comme ça, associées à des biologistes, qui ont montré qu'on a un espèce de récit mythologique sur la fécondation
je suis sûre que vous l'avez tous et toutes entendu, c'est le vaillant spermatozoïde combatif qui fait la course, et s'il est le meilleur, il perfore l'ovule et il gagne et il obtient donc le paradis qui est l'installation dans l'ovule. Bah, tout ça, c'est des métaphores qu'on a beaucoup en biologie, qu'on a dans tous nos manuels scolaires, etc., qui en fait ne décrivent pas forcément de façon précise la réalité de ce qui se passe, mais qui sont empreints, qui sont très influencés par des valeurs qu'on a et par la façon dont on se représente socialement, la séduction, la drague, et puis cette idée voilà, que les hommes sont en compétition pour l'attention des femmes, etc. Et ce qu'ont montré des historiennes des sciences comme celles qui sont citées là, Delphine Garnet, Ilana Lowy, il y en a une autre qui s'appelle Dawson, c'est que le fait de ne pas avoir ou d'avoir très peu de femmes aussi parmi les biologistes dans les laboratoires a empêché d'imaginer, de penser des façons alternatives de voir nos corps au final et de concevoir par exemple un processus comme celui de la fécondation. C'est en progrès aujourd'hui et on pense aujourd'hui, on considère aujourd'hui le rôle bien plus actif qu'on ne l'aurait cru de l'ovule dans les processus de fécondation, donc beaucoup moins passif que ce qu'on pouvait le penser. Donc on en est un petit peu là aujourd'hui de ce concept avec l'idée qu'on questionne même la façon dont on catégorise nos corps, on les hiérarchise, on les décrit dans le monde biologique et dans le monde social. Et je voulais finir là-dessus, mais avec une idée importante qui est le but, c'est pas de dire qu'il n'y a pas, que nos corps n'existent pas, que nos corps ne sont pas importants, ou de dire qu'il n'y a pas de réalité biologique. Au contraire, parce que c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup, que le genre veut ignorer le corps, veut détruire le corps, fait comme s'il n'y avait pas de corps, etc. En fait, au contraire, l'intention ici, c'est de dire oui, il y a des corps qui existent, qui ont des dimensions naturelles, qui ont des fonctions, qui ont des organisations et des fonctionnements qui sont effectivement liés aux hormones, à leur construction physiologique, etc. Le but, c'est justement de prendre tout ça au sérieux et de voir la part de ce qui est proprement biologique et la part de ce qui est appris, acquis, social ou catégorisé avec des préjugés ou des idées sexistes ou hiérarchisantes qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est plutôt cette idée de prendre nos corps le plus au sérieux possible pour voir ce qui est vraiment et ce qu'on a finalement produit historiquement et socialement sur eux. Je vais faire ma pause là pour qu'on puisse discuter. Vous remarquerez à ce stade que je n'ai pas parlé de sexualité. C'est volontaire parce que la sexualité, c'est lié au genre, mais ce n'est pas dans le genre au début, c'est encore autre chose. Les pratiques sexuelles, les orientations sexuelles, etc. C'est un des champs d'application du concept, mais ce n'est pas le premier finalement, parce que le premier, c'est vraiment cette idée-là, cette idée de comment en société on hiérarchise, on distingue, on catégorise les hommes et les femmes.
Une question sur l'impact de cette construction sociale sur la science. Tu as cité la biologie et par exemple la question de la description du rôle du spermatozoïde qui est où les scientifiques sont un peu aveuglés par la force de leur représentation mentale qui sépare le monde en masculin et féminin et des choses comme ça. Est-ce que ça arrive aussi en maths? Alors, je dirais a priori oui. Il me semble que c'est moins facile à montrer et à prouver parce que les implications sont moins directes. En fait, ça se voit énormément pour la biologie et pour la médecine puisqu'ils sont vraiment en charge de décrire les corps. Donc là, le lien est évident, donc ça se voit, enfin, quand on regarde, ça saute aux yeux. Pour les maths, l'hypothèse est que oui, c'est le même fonctionnement, mais déjà, c'est beaucoup moins facile à admettre parce que les mathématiques sont censées être beaucoup plus abstraites et neutres, en fait, comparées à ces autres sciences-là dans l'imaginaire qu'on a des sciences. Donc déjà, il faut un temps, c'est encore une étape supplémentaire. Et ensuite, il faudrait comment aller le chercher. Moi, c'est une des choses que je me demande et que j'essaye en partie de chercher, de regarder. Le souci, c'est que quand tu connais pas les maths, c'est assez dur de faire les rapprochements. Donc c'est pour ça que, à mon avis, une des pistes aujourd'hui, c'est d'aller justement regarder ça avec des personnes qui viennent des sciences sociales, des personnes qui viennent des maths pour se poser ces questions-là. Peut-être que vous avez des réponses. Il y a quelques pistes dans les années 90-2000, il y a eu quelques explorations qui ont aussi montré, mais en fait, moi que je trouve plutôt convaincantes sur la dimension ethnocentrique des maths et la façon dont les maths contemporaines ont fait des choix et ont choisi des façons de faire occidentales et européennes au détriment de d'autres façons de faire des mathématiques à d'autres endroits du monde. Ça, j'ai lu des choses que, avec ma maigre connaissance, j'ai trouvé assez convaincantes sur ces choix plutôt, donc là, qui jouent moins sur le sexisme, mais qui jouent sur des dominations culturelles ou ethno-raciales. Sur le sexisme, c'est vrai que il me manque encore une étude convaincante qui parviendrait à bien expliquer la dimension mathématique et la dimension sociale et à les mettre en lien. Mais on a des choses qui, moi, me semblent pas forcément hyper convaincantes. On peut dire oui, les maths vont faire appel à une rationalité froide qui est codée masculine versus ce qu'on code féminin comme l'émotivité, etc. Mais moi, je trouve que ça manque d'exemples hyper concrets comme on a pu avoir pour la biologie. Donc je suis partante, si vous voulez vous lancer là-dedans, on peut y aller. Ça pourrait être, on est assez créatif dans l'emploi du vocabulaire. Tu as cité notre emploi du mot genre pour les surfaces et des choses comme ça. Et du coup, est-ce que dans notre emploi, dans le choix des termes pour dénommer nos objets, nos concepts, est-ce qu'il y a des marques comme ça je supposerais que oui, mais je ne sais pas. Mais je faudrait aller voir. On l'a fait sur les CV et les trucs de candidature où on a remarqué que les vocabulaires pour classer, enfin pour évaluer les candidatures n'étaient pas le même pour nos collègues femmes que pour les hommes. Mais du coup, tu vois peut-être que dans le vocabulaire juste, tu arrives à quantifier des choses, à observer des choses. Non, oui. Je pense aussi pour la façon comment on formule, qu'est-ce que ça veut dire la recherche en mathématiques. Est-ce que c'est une conquête? Est-ce que c'est une exploration dans la façon comment on voit les preuves? Est-ce qu'il n'y a pas un peu la même histoire de domination des mathématiques? Alors, si, ouais. Voilà, cette histoire-là, je pense que la façon, qu'est-ce qu'on comprend par la recherche en mathématiques, un succès mathématique, on va dire, chaque chercheur et chercheuse, peut-être il y aura des différences aussi dans les façons. Alors ça, oui, ça, on a plein de trucs là-dessus. Il y a des collègues qui ont fait des gros travaux là-dessus. Il y a notamment un collègue qui s'appelle Bernard Zarka, qui a fait un truc sur l'éthos des mathématiciens, donc toute la façon d'être et la façon de concevoir la recherche des mathématiciens et qui montre bien la dimension masculine. J'ai des collègues historiens qui ont travaillé sur les carrières qui montrent la même chose. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Mais là où je trouve que c'est un peu frustrant, c'est que l'étape suivante, je pense que vous la voudriez comme moi, c'est d'aller dans les maths, vraiment dans le contenu, quoi, parce que c'est pas la même chose que Zarka, il s'appelle. Je vous l'écris, je peux. Hop. Oui, Bernard Zarka.
Voilà, c'est vraiment son bouquin sur les mathématiciens, il est vraiment passionnant et il montre tout ce qu'il y a de compétitivité, d'hommage au génie dans la façon de faire les carrières, de faire, etc. J'ai les autres là, les pauvres, j'ai leur article sur mon bureau depuis des mois, mais si je vous le montre, vous ne le verrez pas parce qu'il sera à l'envers. C'est un truc aussi sur le modèle d'excellence qui fait les carrières mathématiques et qui est de toute évidence genré. Mais voilà, moi, ce que je trouve l'étape suivante, pour l'instant, j'avoue que s'il y a des enquêtes, je ne les connais pas, elles sont plus discrètes sur vraiment l'intérieur, quoi. Oui, mais je pense que le vocabulaire, c'est une bonne piste. Le vocabulaire, le choix du vocabulaire mathématique, oui. Pierre, tu as une question ou une remarque? Peut-être une remarque plutôt. Quand on s'aventure dans ces endroits-là, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont essayé de classifier, par exemple, des mathématiques romantiques et des mathématiques analytiques, froides, distantes, etc. Et c'est peut-être le moment de rappeler le nom du séminaire dans lequel tu interviens. Ce séminaire, c'est le séminaire Teichmüller. C'est en l'honneur de l'espace Teichmüller et pas en l'honneur de Teichmüller, qui avait fait une classification entre des mathématiques juives et des mathématiques authentiquement allemandes et qui parlait exactement sur ce thème-là. Donc, il faut faire très attention quand on part dans ces directions-là, de ne pas dériver parce qu'on dérive très, très vite et très, très loin. Tout à fait, je suis d'accord. C'est très compliqué, c'est pour ça qu'on ne le fait pas d'ailleurs. Mais ça vaut le coup, à mon avis, de s'y frotter, mais avec tous les soucis que ça pose. Mais cela dit, je note ça, je ne connaissais pas cette tentative de classification, je vais creuser. L'impression que j'ai eue, c'est qu'en fait, Teichmüller n'arrivait pas, il était parti dans une direction très compliquée et il n'arrivait pas à formaliser ses preuves. En fait, ses preuves ont été formalisées nettement après lui. Et pour passer au-delà de ça, il a fait cette classification qui faisait que lui, il donnait le mouvement, l'impétuosité, et il laissait à des besogneux le soin de régler les détails qu'il n'arrivait pas à le faire. Et en même temps, dans le même mouvement, il est rentré au parti nazi et il a jeté de l'université les gens qui partaient dans l'autre direction. Mais ça, c'est très intéressant. Je note bien tout ça parce que justement, ça montrerait un exemple où on a ça. Parce que bien évidemment, le but des sciences sociales, c'est pas de classifier les maths, c'est de chercher si les maths sont classifiées de la sorte. Donc là, voilà, ça peut être faudrait regarder si on faisait une relecture de ce genre de classification par quelqu'un comme Teichmüller au prisme du genre. Je pense qu'on trouverait des choses parce que très souvent, quand on oppose deux groupes et qu'il y en a un qui est dominé, le groupe dominé se retrouve avec des attributs féminins. Et je pense que ça pourrait, ça serait intéressant de regarder si c'est le cas ou si c'est vraiment proprement, si on retrouve des choses comme ça, je pense qu'on pourrait, ça serait intéressant.